Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo YouTube. On va se faire un petit tea talk aujourd'hui. Normalement c'était un coffee and talk, mais en fait je me suis fait un petit matcha. D'ailleurs regardez la couleur de ce matcha. Quand il a cette couleur-là, tu sais qu'il est de bonne qualité. Pourtant on est sur un latte, hein. On est sur un latte et regardez comment le verre est vibrant. Magnifique. Bref, donc je me suis posée ici. Regardez, j'ai un setup. La petite bougie, le petit matcha, le petit nouba qui est derrière, qui attend qu'on démarre. Je vais répondre à toutes vos questions. Je vous ai mis 2 boîtes à questions cette semaine sur Instagram et vous m'avez posé plein de questions assez variées de société, perso, pro, etc. Et donc je me suis dit que c'était l'occasion parfaite pour me poser avec vous et puis faire un petit chit-chat quoi. On y va? C'est parti? Alors les amis, pour tout vous dire, je n'ai même pas lu les questions en amont parce que je voulais vraiment avoir un maximum de sincérité, de spontanéité dans cette vidéo. Donc vraiment, je n'ai pas lu, je n'ai pas préparé les questions. Je vais les découvrir en même temps que vous et let's go! Alors j'ai une première question que j'aime beaucoup qui me dit « Comment définirais-tu ton rapport à la réussite aujourd'hui ?» Déjà, je pense que mon rapport à la réussite a beaucoup évolué au fil des années, tout simplement parce qu'il s'est petit à petit déconstruit et dépossédé de ce que j'avais compris comme étant la réussite par rapport à mon éducation, par rapport aux modèles familiaux, et puis par rapport à ce que j'avais perçu dans la société ou dans ma famille qui puisse apporter de la reconnaissance. Parce que je pense que comme tout le monde, quand on se construit, et qu'on n'est pas encore trop sûr de soi, qu'on ne connaît pas encore très bien qui on est, ses valeurs, etc., on est très à l'affût de la reconnaissance et de la validation extérieure. Et moi, j'ai été championne du monde vraiment dans cette discipline, croyez-moi. Et donc, comment je définirais la réussite aujourd'hui, pour moi? C'est déjà vivre une vie qui m'inspire, qui m'apporte de la joie dans le quotidien, qui me permet d'exprimer mon potentiel, mes talents, mes compétences, qui me permet de vivre aligné avec mes valeurs fondamentales comme la liberté, l'amour, la sincérité, le courage, bref, des valeurs qui sont vraiment importantes pour moi. Et une vie dans laquelle j'ai du confort, c'est-à-dire j'ai pas de friction, soit parce que j'ai un certain confort financier et donc je suis pas en train de me demander avec inquiétude est-ce que je pourrais partir en vacances, est-ce que je pourrais offrir un cadeau à mes parents pour leur anniversaire, est-ce que voilà, où il n'y a pas trop de questionnement sur la dimension matérielle de la vie. Qu'est-ce que je dirais encore dans mon rapport à la réussite? Je pense que c'est aussi une vie dans laquelle j'ai la capacité d'utiliser mon libre arbitre, c'est-à-dire une vie où j'ai le sentiment de ne pas subir, où j'arrive à poser mon cadre, par exemple, dans mes relations, où j'arrive vraiment à être moi-même en sincérité. Ça, c'est un élément très important. Une vie sincère, pour moi, c'est vraiment une vie réussie. Donc voilà, si je devais récapituler, je dirais une vie alignée à ses valeurs, une vie où on peut exprimer son potentiel et ses talents, une vie qui nous apporte de la joie au quotidien, une vie où on a un confort financier et matériel, qui fait qu'on ne se pose plus de questions, et puis tout simplement une vie qui a du sens pour nous, qui vraiment est le reflet de ce en quoi on croit profondément. Voilà ma vision de la réussite aujourd'hui. Donc vous voyez, c'est beaucoup plus pluriel que ce que j'avais plus jeune, qui était grosso modo avoir une super belle maison, un job que tout le monde t'envie, et puis une forme de reconnaissance et de prestige social. Aujourd'hui, on est sur quelque chose de beaucoup plus singulier, en tout cas qui part vraiment de moi et de mes croyances profondes. Alors, deuxième question, qui est revenue sous plein de formulations différentes. Comment faire ses propres choix sans se laisser influencer par le regard des autres? Alors pour moi, la meilleure manière de faire ses propres choix sans se laisser influencer par les autres, c'est déjà, première étape, de bien se connaître. C'est pour ça que mon premier livre, le Manifest Journal, est un livre qui accompagne l'introspection, c'est-à-dire de vraiment se poser les bonnes questions sur soi, comprendre comment on fonctionne, quels sont ses traits de personnalité, quels sont nos croyances, nos valeurs, nos peurs, nos rêves, quels sont nos talents aussi, notre zone de génie. Voilà, tout ça pour moi, c'est vraiment le point de départ, bien se connaître, l'introspection. Ensuite, pour moi, la deuxième étape qui est fondamentale, c'est vraiment
d'avoir confiance en soi, en ses ressources, en ses capacités, en sa vision, en son intuition. Parce que sinon, en fait, on est hyper perméable au jugement des autres, au regard des autres, et puis on devient finalement une girouette. Et puis, ce qui est dramatique dans tout ça, c'est que finalement, on construit une vie qui est toujours conforme aux attentes des autres, mais jamais à ce qu'on veut dans l'intime de son cœur et de son être. Et ça, je trouve ça trop dommage. En fait, on a une seule vie, et l'idée, c'est de créer une vie qui nous inspire, qui nous fait vibrer. Et je pense que vraiment, bien se connaître, prendre confiance en soi et travailler activement cette confiance en soi et déployer ensuite son potentiel dans aussi l'autorisation à se tromper, à recommencer, à tester, ça, ce sont vraiment pour moi les 3 étapes en fait pour créer une vie libre et faire ses propres choix. J'ai eu aussi plusieurs questions sur les émotions. Donc là, par exemple, comment prendre de la distance émotionnelle afin de s'affranchir du jugement des autres. Alors c'est un petit peu aussi en lien avec la question précédente, mais je voulais faire un focus sur les émotions. Il faut bien comprendre que les émotions sont des signaux, sont des messagers. Donc en fait, tout l'enjeu, ça va être de décrypter ce que ce signal est en train de nous signifier. Pour ça, et je vous mettrai d'ailleurs dans les ressources, un lien vers ce qu'on appelle un tableau des émotions pour vous donner un petit peu d'outils pour un peu analyser, décrypter vos émotions. On trouve ça sur Google, sur ChatGPT, mais voilà, un tableau des émotions. Je vais vous mettre celui que moi j'utilise dans mes coachings, ce qui va vraiment vous permettre en fait de comprendre, ok, quand je ressens de la honte, de la peur, de la colère, de la tristesse, quel est le message en dessous de cette peur? Qu'est-ce que cette peur essaye de me dire? Par exemple, on dit souvent que la colère, c'est l'émotion qui dit quelque chose soit de l'ordre de l'irrespect, soit de l'ordre de l'injustice. Généralement, on est en colère quand on vit quelque chose, soit comme un manque de respect, soit comme une injustice. Bon, et c'est d'aller voir, ok, dans cette situation-là, qu'est-ce que je vis comme un manque de respect ou comme une injustice? Et derrière, de poser un acte de réparation, un acte courageux. Ok, si je considère que ça, c'est un manque de respect, je le dis à cette personne, je pose mon cadre, j'arrête de parler à cet individu, je démissionne, je change de cercle, j'arrête de faire ce sport. En fait, quel acte tu poses face à cette injustice ou à ce manque de respect? Si on parle par exemple de la tristesse, ça parle forcément d'une perte. D'accord? Qu'est-ce que je ressens comme une perte dans cette situation? Qu'est-ce que je vis comme une perte? Qu'est-ce que je suis en train de perdre? Est-ce que c'est un proche? Est-ce que c'est une version de moi? Est-ce que c'est une croyance? Est-ce que c'est une illusion, un fantasme que j'avais peut-être sur la vie, sur moi, sur un métier? Et donc je me sens triste dans cette perte. Ok, donc de quoi a-t-elle besoin cette tristesse? Vous voyez, c'est en accueillant pleinement vos émotions, en apprenant à les décrypter et à leur donner quelque chose en retour, de sorte à ce qu'elles s'apaisent, que vous allez pouvoir justement vous affranchir du regard des autres d'un point de vue émotionnel. Ça, c'est hyper important et c'est ce que j'appelle aussi le fait de se responsabiliser. Être responsable de soi et de ses émotions, ça passe aussi par ça. Alors, j'ai eu aussi pas mal de questions sur l'échec. Donc, as-tu vécu des échecs en tant que coach? Comment les as-tu surmontés? Comment transformes-tu tes échecs en grandes victoires? Comment retrouver confiance en soi après de multiples échecs? Je vais être hyper sincère sur mon rapport aux échecs et ma vision de ce truc-là. Déjà, faut arrêter. Les échecs, c'est jamais agréable. Bien sûr que ça fait mal. Bien sûr qu'on essaye de les éviter. Et bien sûr que certains échecs, même si ils nous offrent des leçons intéressantes, parfois nous détruisent. Et ça, je pense qu'il faut aussi avoir la sincérité de le dire. Maintenant, je vais vous dire, personnellement, chaque échec que j'ai vécu, échec amoureux, échec business, aussi spirituel, émotionnel, etc., ont surtout eu le bénéfice, en fait, de changer ma direction. En fait, chaque échec, pour moi, c'est comme si c'est une voie sans issue que j'ai prise, c'est un cul-de-sac. Et en fait, l'échec, c'est le moment où je me rends compte que c'est un cul-de-sac. Et même si sur le moment, ça me fait vraiment mal et j'ai de l'amertume dans la bouche, dans le corps, je suis dégoûtée de certains échecs, parce que ça fait mal à l'ego et parce que c'est jamais agréable de se rendre compte qu'on s'est trompé, qu'on s'est raconté une histoire, qu'on s'est fourvoyé, qu'on n'a pas été à la hauteur aussi, parce que échouer, c'est aussi parfois se confronter à nos limites. Ouais, parfois on n'est pas assez intelligent, on n'est pas assez malin, on n'est pas assez stratégique, on n'est pas assez beau, on n'est pas assez peu importe, et donc on rate. D'accord? Mais aussi inconfortable que ça puisse être, faut bien comprendre qu'un échec, c'est aussi le seul truc qui te permet de changer de direction.
Et parfois, ça c'est un peu le grand drame des gens qui réussissent tout, ou en tout cas qui surfent une vague de réussite, ou en tout cas de privilèges, c'est qu'ils n'ont jamais de temps d'arrêt. Ils surfent la vague, et puis parfois ils se retrouvent à 40 ans, ils n'ont jamais vraiment eu d'échec, donc tout s'est fait plus ou moins naturellement, ils ont suivi le flot de la vie, mais ils se retrouvent peut-être à 40, 45, 50 ans, à se dire « ouais, j'ai cette vie-là, j'ai coché les cases, mais je suis pas vraiment heureux, parce que j'ai jamais eu l'occasion, grâce à des échecs notamment, de me poser avec moi-même, de me demander est-ce que c'est vraiment la direction qui me convient? Est-ce que c'est vraiment ça qu'il me faut? Est-ce que c'est vraiment ce que je désire au plus profond de moi? Et ça, moi, c'est ces questionnements-là fondamentaux qui m'ont vraiment redirigée vers mes essentiels, eh bien, ce sont les échecs qui me les ont apportés. Alors attention, hein, les échecs, ils m'ont aussi apporté la thérapie, des ruptures, des moments pas faciles, des conversations très inconfortables, des trahisons, plein de trucs. Hein. Plein de trucs que, bon, il y a une partie de moi qui aurait préféré ne pas les vivre. Mais sincèrement, les échecs m'ont offert les redirections, les virages, parfois à 180 degrés, dont j'avais besoin pour me retrouver, m'écouter. Et je pense qu'on a des échecs à la hauteur des ambitions qu'on a, et des échecs à la hauteur aussi du niveau de masque qu'on portait. C'est-à-dire que moi, j'étais, je vous l'ai dit, championne du people pleasing, plaire aux gens, faire ce qu'on attend de moi, être la parfaite petite élève que t'es pas un cheveu qui dépasse. Et je suis allée tellement loin dans ce modèle-là qu'il a fallu de gros échecs pour me stopper net et me dire « Attends, mais réveille-toi en fait, c'est pas ça. Ta voix, c'est pas ça. Ce que tu veux au fond de toi, c'est pas ça. » Donc, par exemple, j'en parle ouvertement, ma première boîte... ma vraie première société qui s'appelait Holly, qui était dans l'univers de la beauté et tout ça, même si j'ai adoré la monter, j'ai détesté la gérer et c'était vraiment un échec. J'ai investi 1 an, j'ai investi toutes mes économies, j'ai levé de l'argent, j'ai pris des locaux, j'en ai parlé et tout ça pour revendre la boîte 6 mois plus tard. Ok, et retomber juste dans mes frais. Donc en fait, ouais, c'était un échec. Franchement, c'était un échec. J'ai perdu du temps, de l'argent, whatever. Mais au final, ça m'a apporté tellement de choses et surtout, ça m'a apporté un gros moment de doute et une grosse claque finalement, mais qui m'a permis aussi de me réajuster dans ma vie. Donc ça, c'est vraiment, vraiment important à comprendre. Et pour moi, donc la meilleure manière pour répondre très concrètement à la question de sublimer un échec, c'est de se demander le rôle que cet échec peut avoir dans le fait de vivre une vie plus alignée à qui l'on est vraiment. Le rôle fondamental de cet échec. Et de le mettre du coup en perspective avec nos valeurs, nos désirs véritables, la vie qu'on veut mener, ce qui nous inspire, etc. Autre question que j'ai eue, comment rester indépendante en couple? Et j'ai eu aussi une autre question, est-il possible de s'aimer sans pouvoir cohabiter sous le même toit? Alors, je fais partie de ceux qui pensent qu'il y a autant de couples que de règles possibles et inversement. Pour moi, un couple, c'est vraiment l'alliance de 2 personnes avec leurs règles, leurs sensibilités, leurs codes. Et c'est quelque chose pour moi de très intime et personne n'a à ni commenter, ni juger, ni décider de comment un couple devrait se comporter. Donc à partir du moment où je dis ça, vous voyez bien que déjà, est-il possible de s'aimer sans pouvoir cohabiter sous le même toit? Oui. Mais pour moi, la vraie question à se poser, c'est déjà à titre individuel et personnel, comment est-ce que j'ai envie et besoin d'être aimée pour me sentir bien dans une relation? On parle souvent des 5 langages de l'amour. Je vous mettrai le quiz dans la barre d'information de la vidéo, où vous pouvez passer un test qui va vous indiquer vos langages de l'amour. Déjà, effectivement, c'est un premier step qui est intéressant pour comprendre un petit peu de quoi on a besoin dans une relation et comment on a envie et besoin d'être aimé. Mais aller plus loin, il y a 1000 manières de répondre à cette question. Donc posez-vous avec vous-même, peut-être une séance d'écriture, comment est-ce que j'ai besoin et envie d'être aimée par un partenaire? Très concrètement. Pour moi, ça, c'est la première étape. Et du coup, peut-être que vous allez vous rendre compte que vous avez vraiment besoin d'être aimé et accompagné et entouré dans le quotidien. Peut-être que si vous avez ce besoin-là, le fait de ne pas pouvoir habiter avec la personne, en fait, ça va être un gros handicap à votre bonheur dans le couple. Donc ce sera peut-être pas compatible. Mais peut-être que pour quelqu'un d'autre, ça va pas du tout être ça. Et ce sera par exemple des moments plus rares mais de qualité, etc. Donc ça, je pense que c'est hyper important d'être très au clair sur nos attentes dans la phase de vie dans laquelle on est à un instant T et de les communiquer en toute bienveillance et transparence avec beaucoup de courage à l'autre personne.
Ensuite, sur comment rester indépendante en couple, j'ai beaucoup évolué sur la question et aujourd'hui, je ne crois plus à cette notion d'indépendance. Je pense qu'on est interdépendant quand on est en couple et puis même quand on est dans une société finalement, mais c'est pas la question. Je pense qu'on est interdépendant et même codépendant et que c'est très bien. On nous a vendu, dans l'époque dans laquelle on vit, qui est ultra individualiste, un espèce d'idéal de l'indépendance ou de la surautonomie. Je pense que c'est très sain d'être interdépendant avec son partenaire amoureux, de ressentir parfois peut-être de la tristesse ou du manque lorsqu'on n'est pas avec l'être aimé. Je pense que c'est très sain qu'il y ait une forme d'interdépendance vis-à-vis de nos valeurs communes, par exemple, je sais pas moi, la fidélité, la générosité, etc. Bien sûr qu'on va être dépendant de est-ce que la personne qu'on aime nous a donné des nouvelles dans la journée, dans la semaine, dans le mois. Bien sûr qu'on va être dépendant émotionnellement du fait que si la personne nous trahit, nous ment, nous trompe, nous frappe, ben on va être impacté. Et je vois pas ce qu'il y a de malsain à cela. Donc déjà, je pense qu'il faut vraiment philosophiquement repenser la notion d'indépendance et se demander, mais attends, pourquoi déjà est-ce que j'aspire à être indépendante et qu'est-ce que je mets derrière la question de l'indépendance. Ensuite, d'un point de vue très concret, comment rester dans une indépendance, on va dire, très concrète dans le quotidien, je pense que, il faut vraiment cultiver des espaces d'épanouissement personnel, comme un hobby, un sport, un apprentissage. Ça, c'est super important d'avoir ces petits cocons, par exemple avec des copines ou seuls, pour explorer des passions, des arts créatifs, du sport, peu importe, mais vraiment d'avoir son petit jardin secret. 2, je pense que c'est important de conserver des dialogues vraiment avec soi. Donc vraiment des moments d'introspection, de silence, de recul, en solitude. Il faut vraiment rester, même si on est en couple, rester capable de solitude, capable de s'asseoir avec soi, en silence, dans une forme de contemplation, de méditation et de recul. 3e point, c'est de garder aussi une autonomie financière. Là où je pense qu'il est sain d'avoir une interdépendance financière pour gérer le quotidien, je pense que c'est aussi important de rester capable de pourvoir à ses propres besoins, ne serait-ce que pour se rassurer, se donner un sentiment de sécurité. Ça ne veut pas dire qu'on envisage la séparation et qu'on se dit « oulala, mais alors si l'autre personne n'est plus là, comment je vais vivre ?» Non, c'est plutôt de se dire en fait, que cette personne soit là ou pas, je peux maintenir pour moi ce niveau-là de qualité de vie. C'est pas grave si c'est pas tout à fait le même que quand on est à deux, parce que bien sûr que quand on est à deux, par exemple, on partage le coût de la résidence principale, ce genre de choses, mais se dire, en fait, je suis aussi sereine parce que je suis capable de pourvoir à mes propres besoins. Et ça, c'est hyper important. Autre question, comment avoir confiance en soi et en ses choix ? Alors pour moi, la meilleure manière d'avoir confiance en soi et en ses choix, première étape, je vous l'ai dit, c'est de bien se connaître, c'est l'introspection. Ensuite, je dirais que c'est le fait de se responsabiliser. C'est-à-dire de vraiment s'engager dans sa transformation et ne plus se cacher derrière des excuses, derrière ses traumas, son histoire, les choses qu'on n'a pas eues, les choses qu'on a trop eues. Voilà, vraiment prendre la responsabilité de sa vie et commencer à se mettre en marche dans une direction qui nous convient. 3, c'est d'assainir son rapport aux autres. D'apaiser un petit peu sa peur du jugement, son besoin de validation, etc. et créer un rapport à l'autre qui soit beaucoup plus sain et beaucoup plus libre surtout. Ça, c'est vraiment important. Ensuite, c'est de passer à l'action. La meilleure manière de prendre confiance en soi, c'est de passer à l'action et d'être audacieux, d'oser aller au-delà de ce que l'on connaît, de ce qui est confortable, de ce qui est rassurant, de sorte à engranger de l'énergie, de la confiance, de la fierté. Ça aussi, c'est vraiment hyper important pour prendre confiance en soi de manière profonde et durable. Autre point pour moi, c'est l'affirmation de soi. J'en ai parlé déjà, c'est vraiment d'apprendre à poser son cadre, à dire non, à verbaliser ses besoins, ses désirs, ses limites. Ça, c'est fondamental pour prendre confiance en soi. Souvent, on se dit qu'on va réussir à faire ça une fois qu'on a confiance en soi. Moi, je pense le contraire. Je pense que c'est en faisant ça à répétition qu'on finit par avoir confiance en soi et à se sentir solide sur ses appuis. Encore une fois, parce qu'on se sent fier de soi, d'avoir osé dire quelque chose de courageux et de s'être engagé pour soi et ses besoins sans se trahir. Ensuite, pour moi, il y a des éléments aussi extérieurs qui participent à la confiance en soi. 1, le confort financier. Bien sûr que quand tu gagnes bien ta vie, que tu arrives à te créer de la sécurité financière, à bien gérer tes dépenses, tes rentrées d'argent, tes investissements, à avoir de l'épargne, bien sûr que ça te donne
de la confiance en soi parce que l'argent est un élément central de notre société. Il y a plein de choses en termes de transactions qui se monnaient, qui se payent grâce à l'argent. Et donc pour moi, c'est un élément qui apporte aussi de la liberté et donc aussi de la confiance en soi. Et puis enfin, bien sûr, ne pas s'affranchir de la dimension, on va dire, de l'enveloppe dans laquelle on est de notre corps. Bien sûr que si tu es dans un corps dans lequel tu te sens bien, dans un rapport à ton corps qui est sain, avec des vêtements, des accessoires, une manière de t'apprêter dans laquelle tu te sens bien, ça va aussi participer à la confiance en soi. Donc pour moi, tout ça, c'est un full package lié à la confiance en soi qui est hyper important. Et d'ailleurs, donc c'est l'occasion pour moi aussi de vous le dire, je travaille depuis plusieurs semaines maintenant en sous-marin sur un projet qui va sortir au mois de mai, pour être plus précise, qui va sortir le 18 mai. Et c'est un programme en fait sur la confiance en soi. C'est un programme sur la confiance en soi qui est en réalité le tout premier programme d'une nouvelle branche de mon entreprise que je déploie qui s'appelle la Manifest Academy. Vous ne le savez peut-être pas, mais moi je suis fille de 2 profs. Donc mes 2 parents sont professeurs à l'université, professeurs de lettres classiques pour mon père, lettres modernes pour ma mère. Et j'ai depuis toujours en fait eu la transmission comme valeur pilier dans ma vie. C'est l'une des choses les plus importantes pour moi. Et j'ai vraiment, depuis toujours, eu à cœur de redonner tout ce à quoi j'avais eu la chance d'avoir accès dans ma vie, que ce soit dans mes études supérieures, dans ma famille, dans mes lectures, etc. Ce qui fait que j'ai toujours, par exemple, donné des cours en école supérieure, en école de commerce, en école de communication, en école de design. J'ai fait plein de conférences, plein de workshops avec des gens de 18 ans jusqu'à 45 ans. En fait, j'ai toujours fait ça. Et en fait, je me suis rendu compte que tout ce savoir, tout ce que je donnais finalement dans mes cours, dans mes masterclass, à l'université, en école privée, etc., je l'avais jamais regroupé quelque part. Et donc, j'avais toujours ce projet de créer une sorte de mini-école à moi, avec des programmes qui sont un peu à mi-chemin entre de la formation, du coaching, des cours, enfin voilà, vraiment une académie en fait, ma petite académie à moi. Donc ça va sortir au mois de mai, la Manifest Academy. Et c'est vraiment voilà une toute nouvelle branche de mon entreprise que je rêvais de faire. Donc c'est officiellement l'heure maintenant. Et donc le premier programme, ça va être sur la confiance en soi. Et je vous ai un petit peu dévoilé dans les grandes lignes mon approche de la confiance en soi, qui est une approche assez holistique, comme vous le voyez, où il y a plein pour moi de portes d'entrée. Parce que j'ai tellement la conviction que en fait, si t'as pas la confiance en toi, tu peux pas avancer. Et c'est un vrai frein, c'est un vrai caillou dans la chaussure parce que on a besoin d'avoir confiance en soi, on a besoin de se faire confiance, on a besoin d'avancer sereinement. Sinon, c'est trop difficile, il y a trop d'obstacles. Déjà qu'il y a des obstacles parfois financiers, relationnels, à droite, à gauche. Au moins, de ne pas douter de soi en permanence, d'être en capacité de se faire confiance, d'écouter son intuition, d'avancer. Je trouve qu'il n'y a rien de plus puissant et plus libérateur. Donc voilà ce que j'avais envie de vous offrir pour ce premier programme. Je suis en train là de finaliser un petit peu les derniers détails, les derniers contenus, de sorte à ce que ça puisse vraiment vous aider. Et puis surtout, je vais mettre un prix qui soit le plus accessible possible, même s'il y a énormément de valeur et que j'ai énormément travaillé. Et là, voilà, le prix pour l'instant que j'ai en tête, vraiment, j'ai l'impression de me brader, mais je veux absolument rendre ce programme hyper accessible parce que je vois trop de dérives dans l'univers de la formation, du développement personnel, etc., avec des programmes au prix exorbitant, des milliers d'euros, plus de 1000 euros, etc. Voilà, je partage pas du tout cette approche-là. En tout cas, moi, je le fais pas pour ça. J'ai eu à cœur de créer quelque chose qui soit vraiment accessible. De toute façon, je vous en dirai plus pendant les prochaines semaines. Et puis, je vous mets aussi le lien dans la barre d'information de la vidéo pour vous inscrire à ma newsletter, parce que du coup, j'enverrai des petits emailings, tout ça, pour vous tenir au courant. Je vous dirai ça aussi sur Instagram. Pensez à vous abonner. Pensez aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube. Comme ça, vous aurez vraiment les infos en direct. Alors, une autre question sur le sujet du couple. Quels sont les secrets d'une relation longue épanouie? Alors je vois le nom de la personne qui m'a demandé ça, c'est quelqu'un qui me suit depuis très longtemps et qui donc a spoté quelques petits indices par-ci par-là. Et je pense que c'est pour ça qu'elle me pose cette question. Pour moi, le secret d'une relation longue et épanouie, alors c'est la pleine acceptation de ce qu'est l'autre, dans sa lumière comme dans ses ombres. C'est vraiment je te vois, je te reconnais et je t'accepte. Ça pour moi, c'est la première étape.
Et souvent, ça pêche en fait dès cette étape, mais on s'en rend pas compte tout de suite, c'est que on projette sur l'autre un idéal, on projette sur l'autre ce qu'on aimerait qu'il soit, mais on ne voit pas vraiment l'autre et on ne l'accepte pas vraiment. Donc ça, c'est vraiment la clé numéro 1. La clé numéro 2, à mes yeux, c'est la complicité. Peut-être parce que j'ai toujours eu à cœur, et puis c'est ce que j'ai dans ma relation actuelle, c'est un des piliers vraiment très forts, mais je crois beaucoup au pouvoir de la complicité, autrement dit de l'amitié. Pour moi, une relation amoureuse longue et épanouie, c'est une relation où en fait l'autre est ton meilleur ami. Et je trouve ça magnifique et exceptionnel d'être en couple avec son meilleur ami, c'est exceptionnel. Vraiment, ça rend la vie fun et savoureuse et drôle et légère. Oh là là, mais c'est tellement, tellement, tellement important. Troisième pilier d'une relation longue et épanouie selon moi, bon, je vous fais pas le secret, c'est la communication. Et ça peut paraître simple, hein, et ça peut, voilà, on enfonce une porte ouverte, mais la communication, c'est vraiment important. Par contre, ça demande beaucoup de courage, en fait. Hein. On dit ça comme si c'est simple. C'est pas facile de communiquer sur les vraies choses. Je parle pas de communiquer sur qu'est-ce qu'on a fait hier, ce qu'on a mangé à midi, la liste de courses. Non, je parle de communiquer sur ses peurs, sur ses angoisses, sur ses espoirs, sur ses rêves, sur ses désirs véritables. C'est de tomber le masque, c'est d'être vraiment sincère dans cette communication. Et ça, c'est dur, c'est très très dur. Et ça se construit aussi avec le temps. Et je pense que c'est à la fois un pilier et à la fois un cadeau du temps long. C'est en fait dans les deux sens. Quatrième pilier pour moi, c'est vraiment la considération. C'est-à-dire ne pas prendre la relation pour acquise et tout le temps chercher à la nourrir, à l'arroser, à considérer l'autre, à être attentionné, à être à l'écoute. Vraiment la considération de l'autre dans la relation, pour moi, c'est quelque chose de primordial. Et c'est cela aussi qui témoigne en fait de l'amour qu'on se porte. Je te considère, je te vois, je te prends en considération, j'écoute ce que tu me dis. Ça, c'est hyper, hyper important. Autre pilier, selon moi, c'est de maintenir vraiment une connexion à la fois charnelle, physique, parce qu'on est aussi des êtres de chair et d'os, on a besoin de ce lien dans l'intimité qui se retrouve bien sûr dans la sexualité, mais pas que, qui se retrouve dans les câlins du quotidien, dans les gestes, dans le rapport peau à peau, dans... Voilà. Pour moi, vraiment, le lien charnel physique, c'est primordial dans la longévité d'un couple, et je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment chérir et dont il faut prendre grand soin. Autre pilier, je dirais que c'est le fait de respecter aussi la liberté et puis aussi les variations de l'autre personne. À partir du moment où une relation est longue, eh bien, il y aura des phases, il y aura des lubies, il y aura des variations en termes de personnalité, de comportement, de style de vie, etc. Et je pense qu'il faut aussi être super tolérant et accepter ces variations et permettre à l'autre aussi d'avoir son aventure individuelle à l'intérieur du couple. Voilà, c'est pas parce qu'on est en couple que on doit être comme ça enfermé dans une petite case à vie avec une étiquette. Non, l'autre il va évoluer, il va avoir certaines passions, après il va lâcher, après il va avoir peut-être envie d'être entrepreneur, et puis après finalement il va lancer autre chose, et puis voilà, il y a des variations, et je pense qu'il faut pas s'affoler, et qu'il faut regarder ça avec du recul, avec de la tolérance, avec de la bienveillance, et laisser aussi de l'espace à l'autre pour être qui il est, pour se découvrir, pour cheminer. Ça pour moi c'est important. Et puis enfin le dernier point, c'est de se considérer vraiment comme une équipe. Pour moi, un partenaire amoureux c'est un équipier. Et en fait, on avance ensemble, on affronte les problèmes ensemble, on affronte aussi les joies et on les vit ensemble, on les savoure ensemble, mais c'est vraiment... On avance main dans la main, on est des partenaires et on fait face à deux. Donc pour moi, même en cas de conflit, en cas de problème, en fait, c'est toujours main dans la main, c'est toujours dans la même direction et on fait front en fait ensemble. Alors autre question que j'ai trouvée intéressante, comment réussir à trouver un équilibre et le juste dosage dans ses relations ? C'est effectivement un sacré défi dans l'altérité, donc le rapport à l'autre, de trouver le bon équilibre entre respect de soi et disponibilité à l'autre. Je pense que la première clé est de se demander, ok, qu'est-ce qui compte le plus pour moi dans cette relation ? Donc, et ça, c'est une question que vous pouvez vous poser dans toutes vos relations. 1. 2. Comment
est-ce que j'ai envie de vivre cette relation et ça serait quoi pour moi ma version d'une relation épanouissante? Mais très concrètement, quelle fréquence pour se voir, quel type de communication, quel type de personne, quel type de sujet de conversation, vraiment avoir une vision assez claire de ce qui vous rendrait heureux, heureuse dans une relation amicale, amoureuse, familiale, etc. 3, c'est de vous affirmer. C'est-à-dire apprendre à respecter vos désirs, vos besoins dans la relation à l'autre. Donc poser son cadre, apprendre à dire non, choisir en conscience quand est-ce qu'on est disponible et pas disponible, décider de nourrir certaines relations et peut-être d'en arrêter d'autres. Donc vraiment en fait de prendre conscience de ce qui est juste pour soi, de poser le cadre et de communiquer, de verbaliser à l'autre ses besoins et ses attentes et ses désirs d'un point de vue relationnel, et vivre la relation pleinement. Vivre la relation pleinement. C'est-à-dire ne pas être dans sa tête de qu'est-ce que pense l'autre et comment et quoi qu'est-ce, non. La vivre au présent, ici et maintenant, pleinement, avec une pleine conscience, une pleine présence, et ajuster sans arrêt. Ajuster justement par rapport à votre cadre, vos limites, vos envies, vos besoins. Et avoir le courage d'écouter ce qui est en vous. Lorsque vous allez boire un verre avec quelqu'un et que vous sortez de ce verre en étant drainé, en étant préoccupé, en étant vidé de votre énergie, n'y retournez plus. Écoutez ces sensations, apprenez à les prendre au sérieux, apprenez à vous respecter. C'est hyper important. Vous savez, votre vie n'est pas faite pour être au service des autres. Votre vie, votre temps, vos ressources n'ont pas été fabriquées, créées, mises au monde pour les mettre au service des autres. Vous pouvez choisir et décider d'attribuer au bien-être des autres, à l'aide des autres, aux soins des autres, une partie de ces ressources. Mais ce n'est pas votre fonction en tant qu'être humain, fondamentalement. Vous êtes ici pour vivre une expérience. La vie, c'est une expérience, c'est quand même absurde. On meurt, on est une petite branche de 80 ans en moyenne qui veut littéralement rien dire, qui est une poussière à l'échelle de l'humanité, de l'univers et de notre civilisation. Il faut qu'on trouve du sens à tout ça. Donc vous voyez bien que tout ça est une vaste expérimentation, c'est juste ça qu'on peut faire. Donc vraiment de se rappeler, ok, qu'est-ce qui est juste pour moi dans mes relations et vous autoriser à poser ce cadre, c'est vraiment la base. Là où en revanche, effectivement, je vous rejoins, c'est que pour pouvoir faire ça, il faut avoir un minimum conscience de soi et confiance en soi. Parce que si on a une confiance en soi qui est hyper fragile, ça va être très compliqué de poser son cas, de se faire confiance, d'écouter son intuition, d'écouter ses ressentis, parce qu'on va se dire mais non, mais c'est moi le problème, on va se remettre en question. Et puis alors là, on connaît le petit vélo qui commence à tourner avec toutes les petites voix parasites, c'est jamais évident. Donc là-dessus, moi, ça me semble être vraiment la première étape. C'est pour ça que je parle tout le temps de confiance en soi. C'est hyper, hyper, hyper important. Peux-tu nous dire en 3 mots ce qu'est une séance de coaching avec toi? C'est dur en 3 mots. Alors, je dirais questionnement, transformation, action. Voilà, je dirais ces 3 mots parce que l'essence du coaching, c'est de poser des questions puissantes de sorte à identifier les bonnes ressources et les bons leviers à activer. Le but du coaching, c'est d'opérer une transformation profonde de l'être humain, de ses comportements et de sa trajectoire de vie. Et le moyen, la finalité, c'est le passage à l'action concrète. Donc je dirais ces 3 mots. Alors, autre question, tu te vois où et comment dans 5 ans, côté perso et pro? Alors, dans 5 ans, je me visualise à la tête d'une entreprise qui est vraiment hyper alignée avec la femme que j'ai envie d'être et la vie que j'ai envie de mener. Donc dans 5 ans, j'aurai 37 ans, si j'ai la chance d'être encore là. Et je m'imagine dans une vie où l'ambition et l'action sont toujours au centre, mais qui est aussi plus douce, qui laisse plus de place à l'être et un peu moins au faire. Donc je m'imagine toujours avoir une entreprise dans le milieu du coaching, de la transmission, du développement personnel et professionnel, mais peut-être avec des formats encore plus proches de qui je suis. Je m'imagine par exemple organiser des retraites pour vraiment avoir du contact physique et direct avec les gens. Ça, j'aimerais beaucoup des retraites près de la mer ou en Provence,
voilà, dans des lieux qui sont chers à mon cœur, en Corse par exemple. Je m'imagine une entreprise où voilà, je crée vraiment des espaces de dialogue, de communion, de transmission, de performance, de réflexion, de dépassement de soi pour les personnes qui sont impliquées dans un chemin, dans une évolution personnelle ou professionnelle. Et je crois que je serai encore plus professionnellement dans la recherche d'impact auprès des gens, mais moins dans la recherche de prestige social ou de validation sociale. Parce que je vois à quel point je shift là depuis quelques mois, quelques semaines à ce niveau-là. Et là où peut-être une version de moi il y a encore 1 an, 2 ans, je sais pas moi, rêvait de faire des conférences devant 3000 personnes, au Grand Rex à Paris, au Palais des Congrès de Paris, etc. Aujourd'hui, je trouve encore plus de sens dans un accompagnement plus singulier, plus sur mesure, plus proche des gens. J'ai beaucoup moins besoin aujourd'hui d'être admirée. Je veux être connectée aux gens. Et je crois que dans 5 ans, ce sera sûrement encore plus vrai, encore plus incarné, en tout cas je me le souhaite. Et d'un point de vue personnel, dans 5 ans, écoutez, je me vois mariée, je me vois encore maman de ce petit bout-là, je me vois pourquoi pas avec un enfant, je me vois habiter dans une maison où voilà, la nature est un peu plus présente et la vie un peu moins... comment dire, où il y a moins de friction du quotidien, voilà, il n'y a pas l'ascenseur, prendre le chien en laisse, faire les courses, porter son tote bag, non, voilà, une vie plus smooth. Voyager régulièrement dans des pays qui m'inspirent et aller à la rencontre de cultures qui m'intéressent et qui m'interpellent. Dans 5 ans, j'espère que mes parents seront encore vivants et que je pourrai continuer de créer des souvenirs avec eux, des petites joies du quotidien, jouer à des jeux de société, faire des balades en forêt, faire des balades près de la mer, enfin voilà, ça serait vraiment génial. J'aimerais dans 5 ans continuer d'écrire, mais je pense écrire des choses un petit peu plus personnelles. Pourquoi pas écrire de la poésie ou des romans, revenir en fait à mes premières amours, parce que c'est ce que j'écrivais quand j'étais adolescente et j'ai commencé par écrire ce type de contenu avant de passer à de la philosophie pratique. Et donc voilà, je me vois tout à fait revenir dans 5 ans à mes premières amours et vraiment faire encore plus de place à l'écriture, qui est vraiment l'un de mes moyens d'expression favoris. Je me vois coacher des leaders, des sportifs, des personnes qui ont un impact sur le monde avec leur talent à eux et les aider à aller vers plus de performance, plus d'épanouissement, plus de rayonnement de ce qu'ils sont. Voilà, donc continuer, hein, parce que je le fais déjà, mais continuer, aller encore plus loin, encore étendre voilà, cet impact auprès des leaders, des managers, des chefs d'entreprise, des femmes en particulier d'ailleurs. Voilà, je dirais que je me vois là dans 5 ans, ça sera déjà pas mal. Ça sera déjà pas mal, et puis j'espère que j'aurai acheté ma maison secondaire en Corse, les amis, parce qu'il est temps là, ça fait 10 ans que j'y vais, donc il est temps d'investir. Et puis voilà les amis, donc j'espère que ce petit tea talk, regardez, j'ai même pas fini mon matcha, délicieux. J'espère que ce petit tea talk vous a plu, que vous avez passé un joli moment en ma compagnie, en notre compagnie avec Nouba qui ronfle. Et moi je vous dis à la semaine prochaine, dimanche prochain, pour une nouvelle vidéo sur YouTube. Et d'ici là, prenez soin de vous les amis, je vous embrasse. Ciao ciao.